Paris, en 1835, est sombre, sale et délabré. Les ruelles étroites du centre sont surpeuplées. Les échoppes sont petites et mal approvisionnées. Mais la révolution industrielle en marche suscite l'émergence d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui ne demande qu'à dépenser. Et le commerce est en train de changer. Pour la première fois, plusieurs boutiques sont réunies dans un même espace, les passages couverts. L'apparition des magasins dits de nouveautés marque une nouvelle étape dans cette évolution. Au phare de la Bastille, à la place Clichy, à la ville de Saint-Denis, ces enseignes à comptoirs multiples sont les premières à proposer une diversité de marchandises. On peut y acheter à la fois ses gants, sa robe et ses draps. Paris, 1852. Aristide Boucicaut ouvre le Bon Marché, inventant le premier grand magasin au monde. Jusqu'alors, les boutiquiers n'avaient qu'un objectif, vendre le plus cher possible. Boucicaut décide de rompre avec cette stratégie à courte vue qui fait fuir les clients. Il a compris le premier que réduire les marges permet de vendre en très grosse quantité et d'assurer un plus grand bénéfice. Cette politique révolutionnaire porte rapidement ses fruits. En 8 ans, Aristide Boucicaut multiplie par 10 le chiffre d'affaires du magasin qui passe de 500 000 à 5 millions de francs. Boucicaut ne veut pas seulement vendre beaucoup de marchandises, il veut vendre le désir lui-même. Dans son magasin, Boucicaut attire déjà une clientèle féminine. Mais son rêve est de faire venir toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions sociales ou leurs besoins. S'il crée un lieu qui enchante les dames, elles ne pourront plus s'en passer. Boucicaut rêve d'un nouveau type de construction qui ferait appel à ce qu'il y a de plus moderne en termes d'architecture. L'utilisation du fer va en être la clé. Ensemble, Gustave Eiffel et l'architecte Louis-Charles Boileau vont donner vie au rêve de Boucicaut et inventer l'architecture du plus grand magasin au monde. Avec le métal, la hauteur n'a plus de limite. En coiffant de verre ces armatures de fer, les bâtiments peuvent littéralement s'envoler vers la lumière. Le chantier débute en 1869. À la fin des travaux, la superficie du magasin est passée de 300 à 50 000 mètres carrés. Lorsque le Bon Marché rouvre ses portes, il est devenu une gigantesque cathédrale. C'était comme une nef de gare, entourée par les rampes des 2 étages, coupée d'escaliers suspendus, traversée de bons volants. Les escaliers de fer, à double révolution, développaient des courbes hardies, multipliaient les paliers. Et tout ce fer mettait là, sous la lumière blanche des vitrages, une architecture légère. La réalisation moderne d'un palais du rêve, d'une Babel entassant des étages, élargissant des salles, ouvrant des échappées sur d'autres étages et d'autres salles, à l'infini. Les ventes s'envolent. En quelques années, le chiffre d'affaires du Bon Marché passe de 7 millions à 21 millions de francs. Un succès fulgurant qui ne tarde pas à faire des émules. Un ancien employé de Boucicaut, Jules Jaluzeau, ouvre un peu plus tard sa propre enseigne au printemps. Et contrairement au Bon Marché, qui se situait un peu trop à l'écart du centre névralgique des grands boulevards, ce nouveau grand magasin s'installe à quelques pas de la gare la plus importante de l'époque, Saint-Lazare. Pour survivre, le grand magasin doit, comme tout système capitaliste, toujours grandir. Et donc, constamment créer de la nouveauté pour séduire une clientèle dont on a encouragé la frivolité et les caprices. C'est ainsi que naît la mode. S'habiller dans l'air du temps devient si essentiel pour les Parisiennes qu'un nouvel établissement entièrement dédié à la mode, les Galeries Lafayette, voit le jour en 1894. Créé par Théophile Bader et Alphonse Kahn, ce grand magasin, avec son décor somptueux à l'image de l'Opéra Garnier situé à quelques mètres de là, veut faire rêver les masses populaires qui fréquentent les grands boulevards en leur offrant des articles de confection à petit prix. Chaque grand magasin va se mettre à copier les modèles des grands couturiers, à commencer par les robes du tailleur anglais le plus célèbre de Paris, Charles Worth. Worth introduit une autre notion, celle de la mode de saison.
Une idée reprise immédiatement par les grands magasins qui peuvent ainsi renouveler leur stock 4 fois par an. De frugale, la société devient grande consommatrice de biens jetables. On n'achète plus par nécessité, mais par envie de paraître ou de s'assimiler. Ainsi, là où une robe durait toute une vie, maintenant elle ne cesse de se démoder. Pour satisfaire la demande toujours croissante de nouveaux modèles, les couturières ne suffisent plus. Sans l'invention en 1830 par le Français Henri Timonier de la première machine à coudre, l'industrie du prêt-à-porter n'aurait jamais vu le jour. C'est à partir de ce premier prototype que sera mise au point la fameuse machine Singer de toutes les couturières. Un engin qui allait révolutionner la couture, mais aussi être un redoutable outil d'aliénation pour ces femmes qui perdent leur indépendance et travaillent désormais à la chaîne dans des conditions de plus en plus difficiles. Mais si la démocratisation du prêt-à-porter permet à toutes les bourses de s'offrir de jolies robes, encore faut-il pouvoir se conformer aux nouveaux standards de taille. Ce qui avait commencé comme une expérience grisante de la liberté risquait maintenant de faire perdre aux femmes ce qu'elles avaient de plus cher, leur estime d'elles-mêmes et leur porte-monnaie. C'est très bien. Oh, ça me va très bien. Le bon marché est devenu une machine à vendre toujours plus. Et pour nourrir la machine, il faut encore et davantage de clientes. Après les épouses, Boucicaut va cibler les mères. Alors, voyons voir la poupée. Si elle te plaît, on peut la prendre. Oui. Le magasin ne cesse de mettre en avant les jouets, cubes ou cordes à sauter, absolument indispensables au développement de leur progéniture, que toute mère digne de ce nom se doit d'acheter. En s'adressant aux enfants, Boucicaut est une fois encore en avance sur son temps. Il a compris le premier tout le parti qu'il peut tirer de ces consommateurs en herbe appelés à devenir ses futurs clients. Il leur consacre bientôt des étages entiers. De l'autre côté de l'Atlantique, à Philadelphie, John Wanamaker va aller plus loin encore. Son magasin, créé en 1877, a disparu. Dans sa jeunesse, l'homme avait failli devenir pasteur. En fin de compte, il se servira de la foi pour attirer les clients en transformant des fêtes religieuses et folkloriques comme Noël, Pâques, la Saint-Valentin ou Halloween en occasion de dépenser sans compter. Avec Noël, Wanamaker s'assure un succès qui devient planétaire. Mais aussi nombreuses soient-elles, les fêtes religieuses ne suffisent pas à assurer un flot continu de revenus. Là encore, Aristide Boucicaut va innover. Après les fêtes de Noël, un matin d'hiver, il trouve que son magasin est vraiment un peu vide. Il se dit, mais au fond, tout est blanc dehors. Si je ressortais un peu tout ce que j'ai de blanc dans le magasin. Il fait changer tous les étalages, il fait descendre tout le rayon de blanc et il lance la mode du blanc. Le blanc, c'est tout simplement l'invention géniale des soldes d'hiver. L'art de créer du neuf avec du vieux pour liquider les stocks et faire place nette avant d'accueillir les nouvelles collections. La croissance du magasin continue de façon exponentielle. Mais Boucicaut doit continuer d'alimenter la machine. L'année 1870 marque son invention la plus remarquable, le catalogue de vente à distance. Si vous ne pouvez venir au magasin, alors le magasin viendra à vous. Les archives du Bon Marché montrent qu'en 1902, des catalogues sont envoyés dans le monde entier, de la Turquie à la Tunisie, de la Grèce à l'Australie. Plus de 6 millions de catalogues sont postés chaque année.